Binous, 4, 3, 2, 1. Les conséquences psychiatriques de la pandémie et du confinement sont devant nous. On masque comme il faut pour pas faire un Marc Labrèche de moi-même. Tout le monde a un masque, tout le monde est triste, tout le monde a peur. Filmez vos voisins, si jamais vos voisins là, sont trop proches, puis ils portent pas le masque là. Elle ne peut pas bouger, elle ne peut contaminer personne. Struggles brought on by the pandemic are real. Bonjour tout le monde, bienvenue à Hello veut savoir. Après une longue absence, je suis de retour et aujourd'hui je parle des victimes de la COVID-19, mais pas celles qui ont fait les manchettes, les victimes de l'ombre, les victimes collatérales. Les conséquences psychiatriques de la pandémie et du confinement sont devant nous. Nous avons vu, nous psychiatres, et nous allons voir plusieurs vagues de population de patients. Premièrement, nos patients habituels qui, pendant le confinement, comme toutes les autres pathologies, ont été en rupture de soins. On a vu une diminution des consultations, une diminution des hospitalisations, une diminution du passage aux urgences. Et donc les conséquences, c'est qu'on voit ces patients arriver à l'hôpital aujourd'hui. Mais il y a d'autres conséquences. Les premières, c'est qu'il y a de nouveaux patients qui ont été exposés pendant le confinement au stress, à l'isolement social, à des difficultés de sommeil, aux addictions dont vous parliez tout à l'heure, qui sont en train de développer des troubles anxieux sévères et des troubles dépressifs. Sur le site des Nations Unies, du Programme de développement des Nations Unies, on trouve cette citation que je trouve très pertinente. « La pandémie est bien plus qu'une crise sanitaire, c'est aussi une crise socio-économique sans précédent, mettant sous pression chacun des pays qu'elle touche. Elle a des impacts sociaux, économiques et politiques dévastateurs qui laisseront de profondes cicatrices qui tarderont à s'effacer. » Pourquoi, si c'est une crise qui se joue à plusieurs paliers et non seulement une crise sanitaire, mais c'est aussi une crise socio-économique, pourquoi on ne prend pas tous ces facteurs-là dans l'équation pour la prise de décision? So this is not just a viral pandemic, this is a mental health crisis, and both of those crises have to be given equal weight. Dr. Roger McIntyre, qui est professeur de psychiatrie et de pharmacologie à l'Université de Toronto, qui vient de mener une étude sur l'impact du suicide que la pandémie a pu avoir sur les gens et la détresse psychologique. Voici ce qu'il dit, lui, de la santé. The Society of Actuaries in the United States has just recently published, it's not just the target unemployment, it's how long it lasts. For example, if it lasts for 1 year to 2 years, we're going to see a doubling of the rate of depression in society. Depression is the condition most often associated with suicide. The most important thing is recognition of this. You know, I've heard, and we've all heard about how important it is for us to protect our physical health. And that's, of course, true. The World Health Organization says you've got to protect your physical health and your mental health and your social health. In fact, that's how we define health. Bien entendu, les mesures qui ont été prises depuis le début de la pandémie ont été extrêmement difficiles pour bien des gens. He refused to respect the health of others, so police were forced to do it for him. Il y a une étude qui est sortie tout dernièrement. Il faut dire en passant que c'est très difficile de trouver de l'information à jour sur les études qui se font. Il y a peu de journalistes qui couvrent cette information-là. Cette étude a été menée par l'Université de Calgary ainsi que le O'Brien Institute for Public Health. L'étude s'appelle Raising Canada. En fait, c'est un rapport pour citer l'article de Radio-Canada qui en a fait mention. Le constat est celui d'un pays qui a lentement laissé la situation des enfants empirer. Le rapport note que le pays est tombé à la 25e place du palmarès de l'UNICEF, perdant 12 places en 12 ans. Parmi les indicateurs les plus alarmants, le suicide est devenu la cause principale de mort chez les 10 à 14 ans. Un signe de détérioration de la santé mentale. The Raising Canada 2020 report shows that mental illness, food insecurity, abuse, physical inactivity, and poverty are on the rise, triggered by the global pandemic. The report also shows 1/3 of Canadian children do not enjoy a safe and healthy childhood. 1 in 5 children live in poverty, and 1 in 3 Canadians have experienced abuse before the age of 15. Experts say COVID-19 has potentially provided a veil for child abuse to hide behind. Pour cette pédopsychiatre, la COVID est un réel traumatisme pour les enfants. Ils sont bouleversés parce que leur rythme de vie a été complètement changé. Les parents ont peur, sont inquiets, ils ne sont pas comme d'habitude. Donc plus ils sont petits, plus ils sont impactés par les réactions de l'entourage. Ma mère a attrapé le coronavirus. J'ai pas envie de mourir
parce que le coronavirus, il est très mortel. Port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans, distanciation, respect des gestes barrières, un protocole sanitaire contraignant pour ces élèves. Tout le monde a un masque, tout le monde est triste, tout le monde a peur. Il faut dire aussi que la violence conjugale est quelque chose qui doit être extrêmement considéré. Et ça, en quoi il y a un lien de cause à effet entre ce qu'on vit actuellement et les conséquences que ça peut avoir? Mais premièrement, parce que souvent les conjoints violents utilisent l'isolement pour contrôler leurs conjoints. Alors souvent les femmes violentées sont isolées de leur famille, de leurs amis, de leurs activités habituelles. Il y a eu des organismes qui ont voulu aller de l'avant pour dire qu'on créait vraiment une situation d'explosion en fait pour les femmes qui vivaient déjà de la violence dans leur foyer ou les enfants. Cette tendance à confiner tout le monde a exacerbé cette violence-là que beaucoup de foyers peuvent vivre et aussi que des enfants peuvent témoigner qui n'auraient pas forcément été témoins s'ils étaient à l'école. Et ça peut se passer malheureusement devant les enfants aussi, là. Absolument. Souvent, dans ces cas-là, les enfants ne voient pas la violence parce que ça se passe les soirées ou après leur heure de dodo. Maintenant, il y a le campement Notre-Dame sur la rue Notre-Dame à Montréal qui recueille plusieurs dizaines de tentes. Des gens qui, pour la plupart, étaient pas forcément des sans-abri avant, mais qui le sont devenus à cause d'une précarité d'emploi. Ce camping improvisé de la rue Notre-Dame dans le quartier Hochelaga est passé de ceci à cela. En quelques semaines, sa taille a explosé. Donc, il est important aussi de parler de ça, les troubles financiers, la crise économique, les pertes d'emplois qui arrivent à cause de tout ce qu'on vit, de toutes les mesures excessives que les gouvernements ont prises et maintiennent et renforcent. Il y a plusieurs entreprises canadiennes et québécoises qui, en ce moment, sont en train d'évaluer tous les scénarios. Aldo s'est déjà placé à l'abri de ses créanciers. Simons, son PDG, Peter Simons, a dit on est en train d'évaluer effectivement toutes les possibilités parce que oui, on envisage la réouverture, on est déjà dans cette phase, mais attention, le volume de vente est beaucoup moindre qu'avant. J'ai de la difficulté à comprendre aussi pourquoi le gouvernement Legault nous dit que notre taux de chômage est au plus bas, comme si on était dans une situation extraordinaire économiquement parlant. It's been, anywhere from quiet to horrendously quiet in the days since I reopened. So he made the difficult decision to close. Really sad, especially for a place like Montreal with a lot of businesses, restaurants like mine, the small local run, really good shop, is that they're going to disappear. The COVID crisis has hit the restaurant and bar industry particularly hard. They're finding limited hours and capacity difficult to navigate. Quebec's Restaurant and Bar Industry Associations estimate 40 to 60% of establishments may close. Un nouveau coup de sonde dévoilé jeudi indique que les restaurateurs indépendants sont de loin les plus touchés par la crise de la COVID-19. En effet, un établissement sur 2 a soutenu qu'il ne survivra pas à l'arrêt de l'économie si les conditions ne s'améliorent pas d'ici 3 mois. Et je considère que les conditions ne se sont pas améliorées, même si on a déconfiné à la fin du mois de juin à Montréal. On s'est quand même déconfiné avec une distanciation sociale de 2 mètres qui a fait en sorte que la plupart des restaurants ont dû réduire leur capacité de recevoir des clients, pour la plupart à plus de 75 %. Donc, et de toute façon, les gens ont tellement peur que les gens n'osent plus aller au restaurant. Regardez, au mois de juillet, vacances de la construction, à cette heure-là, toutes les terrasses devraient être pleines de gens qui prennent le petit déjeuner. Je crois qu'on a compté tout à l'heure, il y a 2 personnes sur toute la place. C'est vraiment une catastrophe. Et puis la mairesse, elle s'entête à faire des fake news, annoncer plein de choses qui n'arrivent jamais. On le sait tous là, d'ici les vacances, je veux dire la fête du travail, c'est fini la saison des terrasses. Alors, malheureusement, on a perdu la communication. Ce que M. Luxembourg disait, c'est que ça arrive un peu tard et c'est un peu, finalement, trop tard, comme on dit. Je cite un article de Radio-Canada. Lors de l'entrée en vigueur de la TPS, je vous parle évidemment au début des années 90, on avait connu 900 faillites de restaurants au Québec. C'était le record absolu de tous les temps, témoigne François Meunier, vice-président Affaires publiques et gouvernementales de l'Association Restauration Québec. Honnêtement, je m'attends à avoir au moins 3 fois plus de faillites que ça. Il y a aussi
Le problème que dans les CHSLD, des gens ont déserté les CHSLD, laissant les personnes âgées mourir dans d'atroces conditions totalement déplorables pour un pays qui se veut civilisé et développé. Pour documenter les conditions dans lesquelles elles travaillent. Les lieux, quand on est arrivé, étaient insalubres. Les chambres, il y avait des selles, de l'urine par terre. Ça a été là pendant 6 jours. Une patiente de 87 ans me répète sans cesse à quel point elle désire mourir, qu'elle n'en peut plus du confinement. Elle pleure et me demande un câlin, mais je ne peux pas risquer de la contaminer. Madame S. décédera subitement quelques jours plus tard. La raison pour laquelle j'ai pris une pause depuis 2 mois, c'est parce que je suis devenue une nouvelle maman. Et je peux vous dire que vivre cette expérience-là en période de pandémie était assez particulier. Mon bébé il est né il y a seulement 6 jours, d'accord? Il fait une jaunisse et je dois donc le remettre aujourd'hui en photothérapie. Donc j'ai dû retourner à l'hôpital. Il m'exige de lui faire le test de coronavirus alors qu'il n'a aucun symptôme. Et ça fait même pas 1 semaine qu'il est en vie. Elle est dans cet état-là. Elle ne peut pas bouger. Elle ne peut contaminer personne. Ils ne veulent pas me faire le test à moi qui est l'adulte. Ils veulent le faire à elle qui est dans une machine. Et ils vont nous transférer dans une zone où sont les gens infectés. Je ne sais pas si vous avez eu à vivre l'expérience du test de dépistage de la COVID-19, mais moi, personnellement, je n'ai pas été capable de le terminer. C'est quand même 10 secondes qui t'enfonce un Q-tip vraiment très, très, très loin dans ta fosse nasale. Ce genre de choses-là que cette femme a vécu à Sainte-Justine ou que j'ai vécu à l'hôpital La Salle, qui était de me forcer à faire le test du COVID en pleine contraction, puis de refuser éventuellement des soins à mon enfant parce que j'ai été incapable de finir le test. Ça, c'est totalement anormal, ce qu'on vit. Il n'y a pas d'histoire de théorie du complot, de t'es un pro-masque, t'es un anti-masque, de laisser perdurer la division qu'on renforce sans arrêt dans les médias. La question, elle n'est pas là. La question, elle est, en tant que société, c'est quoi les valeurs de base qu'on veut? Tout le monde veut un accès à des soins. Tout le monde veut que les gens vivent en santé. Tout le monde veut que nos personnes âgées aient droit à des fins de jours heureux. Donc, de choisir eux-mêmes comment ils vont finir leur vie. Et si c'est d'être avec leurs petits-enfants en se faisant des câlins, c'est à eux de décider. Ce n'est pas à nous, en tant que société, d'imposer des mesures drastiques avec des sanctions complètement dérisoires si on ne respecte pas ces mesures-là. Si on a des symptômes, on ne sort pas. C'est la même chose pour la grippe. On ne fait pas exprès de contaminer tout le monde, mais on sait que les asymptomatiques, ça a été dit et répété depuis toujours, pas juste avec ce virus-là. C'est comme ça que les virus se comportent. Ce n'est pas contagieux. Les moteurs de pandémie ne sont pas les asymptomatiques. People need to realize that even if there is some asymptomatic transmission, in all the history of respiratory-borne viruses of any type, asymptomatic transmission has never been the driver of outbreaks. The driver of outbreaks is always a symptomatic person. Even if there's a rare asymptomatic person that might transmit, an epidemic is not driven by asymptomatic carriers. Le 10 septembre dernier, c'était la journée internationale de la prévention suicide. Donc, si vous avez besoin d'aide, il y a des services d'aide en ligne qui existent. La ligne de l'Association québécoise de prévention suicide, le numéro de téléphone est le 1-866-277-3553. 1-866-APPEL. Encore faut-il savoir comment écrire appel, mais ça, ce sera le sujet d'une autre capsule. Sachez que vous n'êtes vraiment pas seul à trouver que c'est une année de merde 2020, mais rappelons-nous que ça va bien aller. Du fond de la nuit, ils seront tes meilleurs amis.